Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, le meilleur ami de l'homme, de Lee Somerville. Le chien hirsute, informe, ébouriffé, se tenait entre les pins, en face de la cabane de Jim. Au lieu d'aboyer, comme tout chien de garde qui se respecte, il considérait Joseph posément, amicalement même. Joseph se retint de lui donner un coup de pied. Ce sale kleps lui rappelait le cousin de Jim. Mais comme il lui faudrait éventuellement endosser l'identité de Jim, mieux valait s'attirer les bonnes grâces de l'animal. Joseph savait que les tueurs à gages de Bill Barton pourraient le retrouver. Il avait volé l'argent de Bill, mais les tueurs de Bill, qui n'avaient de lui que des photos médiocres, ne pouvaient pas savoir que Joseph Taylor et son cousin Jim Taylor se ressemblaient comme des frères jumeaux, à ceci près que Jim était un plouc et Joseph un citadin. Bon, tant pis. S'il voulait être pris pour Jim, Joseph, qui détestait les chiens, se devait de faire ami-ami avec celui-ci. Dominant sa répulsion, il tendit la main au cabot. Le chien poussa de petits gloussements de joie et vint se frotter contre le beau costume de Joseph. Il se trémoussait, frétillait, tout en exhalant sa félicité en bouffées nauséabondes. La porte de la cabane était ouverte, mais ça voulait rien dire. Jim était si confiant de nature qu'il n'avait jamais songé à poser une serrure sur sa porte. Ici, c'était le coin pauvre du Texas, une région essentiellement forestière. Ici, les gens étaient sociables, bienveillants, amicaux, comme le cousin Jim et son stupide cabot. Joseph fit la grimace à l'idée de vivre dans cette vieille baraque construite par ses grands-parents. Les tueurs à gages de Bill Barton commenceraient certainement par le rechercher à Dallas, à Houston, à la Nouvelle-Orléans. Après quoi, ayant fait chou blanc, il songerait vraisemblablement à venir le dénicher ici. Jim Taylor apparut soudain dans l'encadrement de la porte, souriant avec gentillesse. Même ainsi, dans l'ombre, en voyant son visage maigre aux pommettes saillantes, son nez fortement busqué, Joseph eut l'impression de contempler dans un miroir à peine déformant une caricature de lui-même, maquillé et déguisé en pecno. Ça alors? Mais c'est Joseph! Ben dis donc, ça fait 10 ans qu'on t'a pas vu par ici, mon gars. Où quelle est ta grosse Cadillac? Allez, entre, cousin, entre donc. Je l'ai perdu, ma Cadillac, Jim. Tout ce que j'ai maintenant, c'est une vieille Chevrolet. Ah, mauvaise passe, hein, cousin, t'en fais pas, va. T'es ici, chez toi, aussi longtemps que tu voudras. Merci, Jim. Eh ben, les pattes, Geronimo. Ah, le laisse pas sauter comme ça sur ton beau costume, cousin Joseph. Fais-le décamper, cet abruti de clébard. Botte-lui le train, qui nous laisse manger en paix, sacré nom dédié. Jim découpa des tranches de viande et fit rissoler des pommes de terre tout en bavardant sans discontinuer. Pour la première fois depuis longtemps, Joseph se sentait en sécurité. Là-bas, à Dallas, les fédéraux surveillaient Barton jour et nuit. Barton se trouvait donc dans l'impossibilité d'envoyer un de ses hommes exécuter un contrat par ici. Il avait donc dû louer les services de tueurs à gages de l'Est. Or, ces gars-là ne connaissaient pas Joseph, ou uniquement par des photos et une description plus ou moins précise. Et toutes ces photos le montraient imberbe et habillé élégamment. Il faudrait donc qu'il se laisse pousser la barbe et les cheveux. En même temps, par ruse, flatterie ou tout autre moyen,
Il faudrait amener le cousin Jim à se raser de près et à enfiler ses fringues. Si Jim portait un costume de Joseph, il descendrait Jim en croyant tuer Joseph. Ils annonceraient sa mort à Barton, mais seraient bien incapables de trouver l'argent. Et avec les fédéraux aux trousses, Barton ne perdrait pas un temps précieux à chercher son fric. Il tenait avant tout à ce que Joseph fût exécuté. Pour l'exemple, quoi. Mais Joseph réussirait-il à passer pour Jim et réciproquement? Eh bien ça, c'est ce que vous saurez dans quelques instants. Jim fit sauter la viande dans la poêle. Cousin Joseph, dès qu'on aura mangé, on ira s'envoyer quelques verres de bière chez John. Et puis, comme ça, on pourra voir qui c'est qui s'y trouve. Non, Jim, non. Je ne peux aller nulle part. Mais il faut que tu me promettes de ne dire à personne que je suis ici. À personne. Oh, t'as de gros ennuis, cousin Joseph? Oui. De très gros ennuis, Jim. Ben, c'est un bon endroit pour se cacher, Joseph. Ici. Seulement, il faut que tu caches bien ta voiture, parce que si on la voit dans les parages, tout le monde va se poser des questions. Et Henry March, il doit venir dans 2 semaines me donner un coup de main pour dynamiter des souches dans le nouveau terrain. Faudra qu'on fasse bien attention, cousin. On ne doit pas nous voir ensemble, hein. S'il y en a un dehors, l'autre doit rester à la maison, hein. Geronimo couina et vint poser son peu séduisant museau sur les genoux de Joseph. Jim, le voyant faire, secoua la tête. Bon sang, dans le temps, je t'ai vu tourner la tête à ben des filles, Joseph, mais je t'ai jamais vu séduire un cabot. Dis-moi, Jim, prête-moi un de tes vêtements de travail, s'il te plaît, et je te donnerai ce costume avec la chemise et la cravate. D'ailleurs, j'ai apporté des tas de belles fringues. Tu pourras porter tout ce que tu voudras. Jim plaça les éléments du dîner sur la table et alluma une lampe à pétrole. Joseph devrait s'armer de patience. Ici, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de salle de bain, pas de télévision. Mais s'il pouvait réussir à tromper les sbires de Barton, il pourrait ensuite vivre dans le luxe, grâce à tout ce fric planqué dans sa mallette. Tout en mangeant, Jim reprit la conversation. Tu sais, Joseph, porter tes belles frusques, ça me servirait à rien. Quand on était jeune, les filles m'ignoraient, se précipitaient sur toi. Je me disais que si tu disparaissais du paysage, elles me trouveraient peut-être à leur goût. Mais toi, parti, elles se sont pas jetées sur moi pour autant. Cousin Jim, je te montrerai comment s'y prendre avec les femmes. Habille-toi seulement comme moi et je te dirai quoi leur raconter. Tu verras, tu en auras des femmes. Des tas, exactement comme moi. Geronimo réapparut, tenant dans sa gueule un vieux gant de cuir, un vieux gant de travail usagé. Il s'immobilisa, regardant Jim et Joseph à tour de rôle, puis finit par aller déposer le gant aux pieds de Joseph. Sacré nom de Dieu, Joseph, c'est son trésor, ce gant, son jouet favori. Et d'habitude, il me l'apporte à moi. Et voilà qui vient de t'en faire l'offrande. Sacré bon Dieu de cabot, va. Au bout d'une semaine, Joseph en avait déjà soupé de la seule compagnie du cousin Jim et du chien Geronimo. Dès qu'il l'avait pu, il avait creusé un trou pour y enterrer la mallette contenant le fric. 5 minutes plus tard, Geronimo déposait la mallette à ses pieds. Il fit fuir l'animal dans les bois, le chassant à coups de pierre, et enterra de nouveau la mallette dans un endroit totalement différent. Sa pénible besogne achevée, il s'épongeait encore le front lorsque Geronimo surgit du bois, fonça sur l'endroit choisi, fouilla frénétiquement en voyant voler la terre dans toutes les directions, déterra de nouveau la mallette
et la déposa aux pieds de Joseph. Excédé, Joseph enfouit la mallette dans le réservoir à grains, sous 2 pieds de maïs décortiqués. Il rabattit le couvercle et donna au chien un coup de pied rageur. Geronimo secoua mélancoliquement sa disgracieuse caboche et s'en alla dépité, la queue basse. Mais Joseph était exaspéré et tout dans son attitude montrait qu'il avait les nerfs à vif. Jim pensa qu'il se faisait du mauvais sang. « Écoute-moi bien, cousin Joseph. Tu vois trop les choses en noir. Tu devrais t'occuper un peu pour te changer les idées. Tu pourrais m'aider à dégager le nouveau terrain, à abattre les arbres, à tout préparer pour le dynamitage des souches. » « Ah, cousin Jim, je ne me fais pas de mouron à ce point-là, va. Tiens, laisse-moi donc utiliser ta bagnole et j'irai en ville me taper un bon steak et faire la causette aux serveuses. » « Ah, ben ça, c'est une bonne idée, cousin Joseph. Ça ne vaut rien de te cacher comme ça. Faut vraiment que t'aies de sacrés ennuis pour que les flics soient comme ça après toi. » « Mais je ne t'ai jamais dit qui était après moi, cousin Jim. »« Ah, un mari jaloux, si ça se trouve, hein, cousin. Je voudrais bien pouvoir tomber les femmes aussi facilement que toi, moi. Crève Dieu. » Affublé d'une chemise et d'un vêtement de travail de Jim, et arborant une barbe d'une semaine, Joseph s'en fut à la ville. Il prit soin d'adopter une démarche lourdaude et pesante, voûtant les épaules comme un homme habitué à marcher derrière une mule et une charrue le long des sillons d'un champ de maïs. Un homme le croisa et lui dit « Comment ça va, Jim ?» Chez Tracy, près du palais de justice, une serveuse blonde le toisa dédaigneusement et vint sans le moindre empressement prendre sa commande, l'air résigné. Joseph pensa « La garce. J'arrive, empoté comme un plouc, fringué comme Jim, et elle me snob, elle me traite de haut. Si j'étais entré d'un pas vif, souple, conquérant, sapé comme à Dallas, je l'aurais vu accourir en frétillant du croupion et en faisant des sourires. » « Dis donc, Jim, ça t'arrive d'avoir des nouvelles de ton cousin Joseph ?» Joseph leva les yeux. C'était Tom Gast, de 10 ans plus âgé et de 15 kilos plus lourd. « Non, pas souvent, Tom. Il y avait 3 types ici hier qui cherchaient à le joindre. »« Ah oui ?» À la fin de l'année dernière, il m'a envoyé une carte de Noël, le Joseph. Il disait qu'il comptait se rendre à Denver, je crois, ou à San Francisco, je sais plus. Ces types, ils racontaient qu'ils étaient là depuis plusieurs jours pour acheter du terrain dans la région. Ils ont demandé si on connaissait Joseph et ils ont dit qu'ils repasseraient pour le cas où on apprendrait où il se trouve. Je leur ai pas dit où que t'habitais parce que ils avaient plutôt l'air d'être des agents du fisc, tu vois. Et comme je sais que ton cousin Joseph avait le chic pour accumuler les dettes sans jamais les payer, hein? Oui. Bon, eh ben, merci du renseignement, Tom. Joseph s'appliqua à manger paisiblement. Il surveillait la porte, franchement inquiet. Après avoir réglé l'addition, il regagna la guimbarde de Jim avec une nonchalance feinte. Une fois à la ferme, il alla vérifier le coffre à grains. La mallette se trouvait toujours enfouie sous le maïs décortiqué. Après quoi, il marcha jusqu'à un champ éloigné, le nouveau terrain où Jim creusait le sol autour d'une souche. Jim essuya la sueur de son visage et s'appuya sur sa pelle. « Tu te sens mieux, cousin Joseph? »« Ouais, beaucoup mieux. Tu sais que t'es un sacré vénard, toi? Casanova. Et de qui tu parles, cousin Joseph? Mais de toi, Jim. Cette serveuse, là-bas, chez Tracy, elle n'attend qu'une chose, que tu reviennes en ville. » « Mais de quelle serveuse tu parles, cousin Joseph? » « Bah, écoute, elle m'a pas dit son nom parce qu'elle m'a pris pour toi. Et donc, elle pensait que je la connaissais.
Je me suis mis à lui faire un peu de baratin et ça a drôlement mordu, tu sais. Elle m'a dit qu'il y avait un bal ce soir à Dimple. Et elle m'a suggéré, pensant que j'étais toi, bien sûr, de retourner en ville, rasé de frais et fringué pour aller danser. Elle termine à 4 heures. Elle m'a dit qu'on pourrait aller dîner ensemble avant d'aller danser. C'est pas possible, ça, cousin Joseph. Elle t'a pas pris pour moi. Mes paroles, cousin Jim. Elle arrêtait pas de m'appeler Jim. Écoute-moi, cousin. T'as été très chic avec moi. Tiens, prends ce billet de $100. Si, prends-le. Rase-toi et enfile mes frusques. Et va soulever la fille, va. Jim lança allègrement sa pelle en l'air. J'y vais, cousin Joseph, sacré nom de Dieu, j'y cours. Je vais passer une soirée du tonnerre. Grâce à toi, je le sens. Le soleil s'était couché et la cabane était entourée d'ombre. Joseph entendit la vieille guimbarde de Jim se rapprocher à vive allure et, venant derrière, le ronflement d'un autre véhicule. Il y eut un grand fracas, celui d'une voiture heurtant un arbre, puis des cris suivis de quelques coups de feu. Un quart d'heure plus tard, une Buick noire stoppait sur la route à proximité du maison. Le conducteur et 2 hommes descendirent et s'engagèrent sur le sentier avec circonspection. Songeant d'abord à fuir, Joseph se dit qu'il valait mieux tenter de mettre son déguisement à profit. Il alla donc à leur rencontre d'un pas tranquille et joua le paysan ingénu, vaguement intrigué. « Désirez quelque chose, les gars ?» Un des hommes, un albinos efflanqué, gardait les mains enfoncées dans les poches de sa veste. L'autre, massif, baraqué, tenait un revolver dans la main droite. « Nous sommes des agents fédéraux, monsieur. Vous êtes le cousin de Joseph Taylor ?»« Oui, je suis son cousin, je suis Jim Taylor. Qu'est-ce qu'il a encore fabriqué, le Joseph? Il n'est pas en règle, qu'est-ce qu'il a fait? » On a essayé de l'arrêter, mais il s'est échappé. Il s'est taillé dans les bois. Vivant. Jim était vivant, indemne. Si ces types l'attrapaient, il parlerait, c'est sûr. L'albinos se retourna. « Joe, dis à Marc de planquer la bagnole et de rappliquer. Monsieur Taylor, faut qu'on fouille votre baraque. Tâchez de vous tenir tranquille, hein? » L'autre homme, Joe, hésitait. « Mais comment sait-on que c'est pas lui, Joseph Taylor, hein? Grand, mince, pommette saillante, il correspond à la description. » Geronimo couina et vint se frotter contre Joseph. L'albinos s'esclaffa. « Le Klebs déclare que c'est lui, le fermier. » Geronimo gronda furieusement en voyant les 2 hommes pousser Joseph sans ménagement à l'intérieur de la cabane. « Dis donc, Bouzeux, faut le surveiller, ton sale clébard, hein? » Le chien émit un aboiement plaintif et décampa, la queue entre les jambes. En pleine nuit, Jim Taylor sortit de la grange et se dirigea sans hâte vers l'arrière de la cabane, Geronimo à son côté. Jim avait une main en l'air et de l'autre brandissait une mallette. Les 3 faux policiers sortirent par la porte de derrière, escortés de Joseph. Joseph pensa, il faut qu'il le tue immédiatement. S'il parle, je suis un homme mort. Il agita frénétiquement les mains. « Fous le camp! Fous le camp! Ils vont te tuer, cousin! Fous le camp !» Joe frappa Joseph au visage avec la crosse de son revolver et le fit tomber à genoux. Jim, de son côté, leva bien haut les 2 mains en l'air. Là-dessus, Geronimo s'empara de la mallette, accourut la déposer devant Joseph et leva les yeux vers lui pour quêter des félicitations. Joseph plongea littéralement sur la mallette. Tout ce fric, ce précieux fric, comment Jim l'avait-il trouvé? Joseph ouvrit la mallette, vit la dynamite à l'intérieur et la courte mèche qui crachotait. Avant qu'il ait pu s'écarter, avant que les autres aient pu bouger,
danger. Une terrible explosion. Une fois la poussière dissipée, Jim fureta dans les décombres et repéra quelques fragments de Geronimo. Il regrettait d'avoir dû se servir ainsi du brave chien. Geronimo l'avait mené tout droit au coffre à grains. Bon Dieu, tout cet argent! Tôt ou tard, on finirait bien par venir dans le coin et on découvrirait les corps. Que Jim Taylor et 3 hommes non identifiés avaient été tués. Mais on ne découvrirait pas l'argent, ni rien qui pût indiquer que Joseph s'était trouvé là. Quant à la Buick, Jim comptait l'utiliser pour émigrer au Mexique et y mener la belle vie. Oui, ça avait été un brave chien, Geronimo. Un brave chien. Pas très fidèle, pas très loyal, mais un bon chien tout de même. Un de ces chiens qu'il est permis d'appeler un chien qui rapporte. C'était Crime Story, rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le meilleur ami de l'homme de Lee Somerville.